voir, c'est pas encore. Ok, c'est parti. Donc, je reprends le PowerPoint ici. Ok. Donc ici, on suit l'ordre du syllabus que vous avez reçu, qui est un syllabus, je vous ai dit, il est un peu obsolète, mais bon, là, ça fait trop de support à développer entre les vidéos, le PowerPoint et un nouveau syllabus. Il n'y a quand même que 24 heures dans une journée. Donc voilà, ici, vous avez les informations sur le noyau à partir de la page 48 de nouveau. Est-ce que quelqu'un a regardé ce que c'est qui a le document PDF ouvert? Essayez de me dire quel est le numéro de la page en termes de page de document. Quelqu'un a ouvert le syllabus? Le PDF du syllabus? Le numéro de la page? Ouais, donc dans le PDF du syllabus que vous avez reçu par mail, dis-moi. 77. 77, super. Donc la page, a priori, je fais confiance à l'élève qui vient de me le dire, la page 77, ça correspond à la page 48. En gros, c'est cette page-là, maintenant, devant laquelle vous devriez être si vous voulez suivre avec le syllabus, à côté, une autre fenêtre. Et donc, on est là dans le syllabus, le PDF que vous avez reçu. C'est la page 48, comme écrit ici, mais c'est la page, dans le PDF, c'est pas numéro 77, puisque toutes les illustrations ne sont pas numérotées. Enfin, il y a plein d'illustrations qui ne sont pas numérotées. Donc, les numéros de page ne correspondent pas réellement au nombre de pages que vous avez. Ça va? Donc, on continue. C'est chez moi que ça fait des messages? Non, ok. On continue donc avec l'étude du noyau au niveau de la cellule. Et donc le noyau, comme on l'a vu dans les schémas précédents, attendez, je vais voir si on n'a pas... On l'a vu donc dans les schémas précédents que c'était une membrane de 2 feuillets, des pores et des fibres. Alors, vous avez le schéma, si vous voulez, dans votre page 48, justement, où on voit le noyau. Et dans ce schéma-là, on voit très bien la continuation des citernes. Donc, je vous avais dit, les membranes du noyau, c'est une double couche aussi. Donc, une couche interne et une couche externe, comme la membrane plasmique. Et la partie externe, c'est elle qui, finalement, va se prolonger et former des citernes qui forment le réticulum endoplasmique. Vous me suivez avec ça? Donc, on a bien le noyau avec une double couche, et la partie interne et la partie externe, elle va former les citernes du réticulum endoplasmique. Mais donc, il y a donc les citernes, elles communiquent avec l'espace entre les deux feuillets, quoi. Okay, donc les citernes, qui sont les citernes du réticulum endoplasmique, en réalité, l'intérieur de la citerne, donc l'espace vide à l'intérieur de la citerne, il se prolonge, si vous voulez, tout autour du noyau, puisqu'il correspond à cet espace entre les deux membranes, puisqu'il n'y a que la partie externe de la membrane du noyau qui fait des citernes, et la partie interne, elle est ronde, elle est circulaire. OK? Donc on a une membrane interne du noyau qui est circulaire et une membrane externe qui se prolonge et forme déjà le réticulum endoplasmique. Pour voir ça, je vais vous montrer ce qu'on avait plus tôt. Et dans la vidéo, j'avais fait ce rappel aussi. Et donc, évidemment, ici, elle n'est pas bonne. L'illustration n'est pas bien faite. Il faut revenir à l'illustration de la cellule, qui est plus correcte, et où on voit bien ce que j'essaye d'exprimer. Ici, je vous avais dit, et si vous regardez ici, on voit bien la double couche du noyau, ici en bas. Vous voyez ma flèche, en fait, sur l'écran? Oui. Ah, super. Et donc ici, on a bien la partie externe du noyau, de la membrane du noyau, et à l'intérieur, vous voyez une deuxième couche, la partie interne. Donc le noyau, il est bien fait d'une double couche, et vous voyez que la partie externe du noyau, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, elle continue ici et se prolonge en réticulum endoplasmique ici rugueux. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la membrane du noyau, en fait, la partie externe de la membrane, elle se prolonge, alors que la partie interne, elle est juste circulaire au niveau du noyau. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a ces déviations de la membrane pour fabriquer un nouvel organite. Et autre chose qu'on voit dans le schéma, c'est ceci. Des points un petit peu orange, comme ça ici. Et ça, par contre, ce sont des pores. Les pores nucléaires, eux, par contre, ils traversent les deux couches. C'est un trou entre l'intérieur du noyau et le cytoplasme, l'extérieur. Ça n'est pas en communication ici avec l'endoplasmique rugueux. Mais par contre, vous imaginez que si quelque chose sort de l'intérieur et passe ici,
Et bien du coup, il va être dans le cytoplasme, donc en contact avec la partie externe du réticulum endoplasmique rugueux. On est d'accord? Il ne se retrouve pas dans la citerne, hein. C'est quelque chose qui sort d'ici, il se retrouve bien dans le cytoplasme. Il n'y a pas de pore, hein, ça ne rentre pas par ici, hein. Par contre, qu'est-ce qui rentre dans les citernes? Qu'est-ce qui est fabriqué et qui va rentrer dans la citerne, qui va se situer ici, à Les l'intérieur du... ribosomes. Alors, les ribosomes, ils ne rentrent pas, mais t'es pas loin. Le ribosome lui-même, il reste à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui rentre? Les protéines. Voilà, la protéine, le truc du tricot là, que je vous disais au-dessus du trou. Donc, la protéine fabriquée, par contre, autant le ribosome, il reste à l'extérieur pour fabriquer. Mais par contre, ce qui est fabriqué rentre dans les pores, dans les trous, si vous voulez, du réticulum endoplasmique, et ils sont à l'intérieur des citernes. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information, elle sort du noyau par les pores, et donc elle est à l'extérieur. Ben, ça tombe bien, puisque les ribosomes sont aussi à l'extérieur. Et puis ensuite, cette information-là, elle est transformée en protéines, qui, eux, par contre, sont à nouveau fabriquées à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Donc, on passe de l'intérieur du noyau, on fait sortir de l'information à l'extérieur du noyau dans le cytoplasme. C'est lu à l'extérieur du noyau par les ribosomes au niveau du réticulum endoplasmique rugueux et c'est synthétisé à l'intérieur des citernes du réticulum endoplasmique qui va du coup envoyer des vésicules. Ça va? Autre possibilité, une information qui est dans le noyau sort par les pores et elle n'est pas lue directement par les ribosomes qui sont juste tout près là au niveau du réticulum endoplasmique. On a dit qu'il y avait des ribosomes qui étaient accrochés au réticulum endoplasmique. Et où est-ce qu'il y avait encore des ribosomes? Dans le cytoplasme. Merci. C'est toujours le même qui répond. Et donc, effectivement, on va avoir les ribosomes libres dont on parlait, qui vont être ailleurs dans le cytoplasme. Donc, soit que l'information, elle sort du noyau, elle est directement lue sur la surface du réticulum endoplasmique par les ribosomes qui y sont collés, soit elle part plus loin dans le cytoplasme et elle sera lue par des ribosomes qui sont libres dans le cytoplasme. La grande différence, c'est qu'il y en a une qui, du coup, va être fabriquée et sera fabriquée à l'intérieur des citernes, donc à l'intérieur du réticulum endoplasmique rugueux, et elles vont, du coup, arriver par vésicule à l'appareil de Golgi, et puis l'appareil de Golgi va faire des vésicules qui vont les envoyer. Donc ceux-là, c'est soit, on a vu les trois possibilités dans la petite vidéo, soit c'est pour être sécrété vers l'extérieur, donc excrété, soit c'est pour être un lysosome, soit c'est un morceau de membrane qui doit être fusionné avec la membrane. Mais toutes les protéines que la cellule va fabriquer pour son usage à elle, donc elle ne veut pas l'envoyer vers l'extérieur, elle veut l'utiliser pour faire quelque chose, eh ben, toutes ces protéines-là, elles vont être synthétisées par les polyribosomes, ces fameux ribosomes qui sont en petits groupes là dans le cytoplasme. Donc l'information qui est dans le noyau, elle a deux possibilités. Soit elle part dans le cytoplasme pour être transformée en protéine qui sera directement utile à la cellule, soit elle est directement prise par les ribosomes qui sont collés au réticulum endoplasmique et ça synthétise la protéine dans le réticulum endoplasmique qui les enverra dans des petites vésicules vers l'extérieur ou vers la membrane ou vers des lysosomes. Ça va? Donc ça, c'est ce qui va sortir et rentrer. Je vous ai dit qu'on avait une partie un petit peu sombre ici, hein, donc justement le nucléole, et donc on avait vu que ces ribosomes, c'était eux-mêmes, ils sont composés de protéines, ils sont composés de protéines et de brins d'ARN. Donc ils ont une information génétique, c'est l'ARN, dont on parlera après, et ils ont une information protéique, enfin ils ont une structure protéique. Et donc, comme c'est eux qui traduisent l'information génétique en une information de protéines, en une synthèse de protéines, c'est eux les traducteurs, eh ben, qui les a fabriqués? Ils sont composés de protéines. Donc la question c'était la poule et l'œuf, donc l'œuf et la poule plutôt, dont j'ai déjà parlé, en disant ben, il faut bien que quelqu'un les fabrique. Eh ben, c'est justement les seules protéines qui vont être fabriquées au niveau du noyau. Donc il faut qu'il y ait un précurseur, il faut qu'il y ait un premier ribosome qui soit fabriqué pour pouvoir fabriquer la suite des protéines. Ça va? Donc ça, c'est la seule protéine. Sinon, les protéines ne sont jamais ce que je viens de vous expliquer. Vous avez bien vu que tout ça, c'était à l'extérieur du noyau. Les ribosomes, ils sont soit ici dans le cytoplasme, soit collés au réticulum endoplasmique. Ils ne sont jamais dans le noyau. Eux-mêmes ont été fabriqués et puis hop, ils sont sortis, si vous voulez, au début de la vie de la cellule, quoi. Mais après, toutes les protéines qui vont être fabriquées par les ribosomes qui sont soit libres, soit fixés. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, donc ce noyau, il est hermétique, si vous voulez, dans un sens, et pas dans l'autre. Il va permettre
Il va permettre. Attendez, je vois juste si ce n'est pas des élèves qui sont bloqués. Ça va. Donc, il a une membrane en 2 feuillets et donc il est composé, il est perforé par des pores qui vont permettre la sortie d'une information. Donc, pas spécialement l'entrée, mais alors justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui rentre dans le noyau? Donc, ce qui en sort, c'est des morceaux d'information. On est tous d'accord avec ça. Il y a l'ADN dans le noyau. Est-ce que l'ADN, elle sort du noyau? Oui. Mais raté. Non. Non, l'ARN qui sort du noyau. Ah là, voilà, c'est bien. Ça réalise. Mitochondrie, madame. Donc, attends, j'ai entendu différentes choses. Première chose, l'ADN sort du noyau. Non, l'ADN, il reste dans le noyau. Ensuite, vous me dites, ah oui, alors, il y a quelqu'un qui m'a relevé autre chose. Et donc, l'ADN va rester dans le noyau. Par contre, l'ARN, donc la copie, la photocopie de la page qui t'intéresse. En gros, l'ADN, c'est le bouquin, c'est le dictionnaire complet. Et la recette qui t'intéresse, ou le livre de recettes complet, si vous voulez. Et la recette qui t'intéresse, tu vas faire une photocopie de cette page-là et tu l'envoies à l'extérieur. Ça, c'est l'ARN, ARN, pas ADN. Et donc, effectivement, l'ARN sort, puisqu'on a dit qu'il sortait pour être lu par les ribosomes. Donc là, je suis d'accord avec toi. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a parlé des mitochondries, c'est ça? C'est une voix de femme. Qui m'a sorti mitochondrie? C'est pas complètement faux. La personne n'assume pas. Ok. Donc, l'idée, c'est que par contre, on va retrouver effectivement de l'ADN mitochondrial. Et donc, dans les mitochondries, on a aussi de l'ADN. C'est un brin d'ADN particulier, et je l'avais déjà expliqué vite fait, lié à l'évolution. On pense que c'est parce qu'il y avait c'était un organisme vivant avant qui a été avalé par une cellule et qui du coup a eu sa fonction dans la cellule. Mais donc, il est l'humain indépendant, il a lui-même son propre ADN, comme si c'était une bactérie qui était rentrée dans la cellule. La cellule eucaryote, donc la cellule animale ou végétale. Maintenant, on pense que c'est pour ça qu'il y a toujours une partie d'ADN qui est là-dedans, mais cet ADN, c'est pas le même ADN que celui du noyau, et celui-là, il est transmis, d'ailleurs, de génération en génération, mais que de mère à l'enfant. Ça, je vous en avais déjà parlé, il me semble. C'est uniquement de la mère à l'enfant. Et donc, l'ADN mitochondrial, il permet de faire la filiation avec la mère, mais pas avec le père. Donc, on en revient à notre ADN du noyau, qui est plus celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, on a de l'ARN qui sort. Donc, du noyau, il n'y a globalement rien qui sort si ce n'est l'ARN. L'ADN reste dedans. Est-ce qu'on a quelque chose qui rentre dans le noyau? J'aime bien ces moments d'attente comme ça. Est-ce que, à votre avis, quelque chose, si vous ne voyez pas quelque chose qui rentre dans le noyau, vous pouvez répondre non. Non, il y a quelque chose qui en a. Ah, il y a quoi qui rentre à ton avis? C'est ça que je ne sais pas. C'est ça que tu ne sais pas. Quelqu'un me dit? Les protéines dans le noyau, non, madame. Alors, effectivement, il va y avoir certaines protéines qui vont devoir rentrer puisque l'ADN, on verra après, il est structuré autour, il fait des boulettes autour de protéines. Okay, il va faire des boulettes autour de protéines et donc c'est une sorte de pelote. Donc il y a des protéines dans le noyau puisque c'est elles qui vont permettre de faire des pelotes d'ADN. Mais surtout, lors de la mitose, de la méiose et tout ça, avant qu'il y ait une division cellulaire, il faut d'abord que, comment est-ce que la cellule fonctionne, on le verra aussi plus tard, mais ben, tu as ton ADN, on dédouble toute la quantité d'ADN et puis on la sépare en deux, histoire de rien perdre. Hein. Parce que si tu coupes l'ADN en deux, chaque génération aurait 2 fois moins d'ADN et donc 2 fois moins d'informations. Ça ne marcherait pas. Donc tu fais d'abord, tu doubles tout, et puis ensuite, tu sépares en deux. Pour tout doubler, ça ne va pas se faire comme ça. Pour doubler ton ADN, toute ta quantité d'ADN, l'ADN, c'est quoi? Donc on a dit les protéines, c'est des acides aminés, ce qui fabrique des protéines. C'est quoi qui fabrique l'ADN? C'est quoi les molécules qui fabriquent l'ADN? Personne. L'ADN, elle est composée de quoi? Des protéines. Non, oui, protéines auxquelles s'enroulent les brins d'ADN, mais les brins d'ADN, ils sont fabriqués de quoi? C'est pas des acides aminés qui s'accrochent les uns aux autres, c'est quoi? Madame, ce ne sont pas des acides aminés qui s'accrochent. Non,
C'est pas des acides aminés qui s'accrochent, c'est ce qu'on appelle des nucléotides. Phosphate, sucre, je sais pas. De quoi? Il faut... il y a des phosphates, sucre. Voilà. Donc effectivement, ça va être phosphate, sucre, phosphate, sucre, phosphate, sucre. Ça, c'est la chaîne, avec au milieu ce qu'on appelle des bases azotées. Et ce groupement phosphate, sucre, base azotée, phosphate, sucre, base azotée, phosphate, sucre, base azotée, c'est ce qu'on appelle un nucléotide. Donc c'est un enchaînement de nucléotides. Comme on avait vu l'enchaînement des acides aminés en disant ils avaient tous un radical différent, hein, on avait plusieurs radicaux différents et donc c'est ce qui faisait qu'ils n'étaient pas tous identiques. Et ben là, c'est la même chose, sauf que les acides nucléiques, hein, ou les nucléotides, c'est la même chose. Alors de nouveau, vous entendez noyau hein, dans le mot, donc c'est bien dans le noyau. Eh ben, les nucléotides, eux, ils vont avoir, ou les acides nucléiques, ils vont avoir chaque fois la même structure. Base azotée qui fait la barre de l'échelle, si vous voulez, et vous avez les deux branches de l'échelle verticale qui sont sucre-phosphate, sucre-phosphate, sucre-phosphate. Donc un sucre, un phosphate et une base azotée, c'est ce qu'on appelle un nucléotide. On le voit juste après, ne vous inquiétez pas, en image. Mais donc l'idée, c'est que pour fabriquer tout comme on a expliqué que pour fabriquer des protéines, il nous faut des acides aminés et qu'on pouvait les trouver dans notre alimentation, qu'on pouvait les trouver, les fabriquer nous-mêmes et tout ça. Mais vous imaginez bien que, à nouveau, pour fabriquer un nouveau brin d'ADN, ou même d'ARN, il faut la matière première. Il faut de la matière première. C'est comme si tu veux faire une copie de ta recette. Hein. Donc, je vous disais, l'ADN, c'est l'entièreté du livre de recettes. Si tu veux copier une page, eh ben, il te faut de l'encre et il te faut du papier. On est d'accord? Là, c'est la même chose. Il va falloir des nucléotides pour venir faire la copie. Donc, qui doivent rentrer dans le noyau, c'est bien la matière première qui va permettre la synthèse, soit d'un nouveau brin d'ADN, si on veut dédoubler tout l'ADN pour le séparer après. Donc, il faut qu'il y ait des nucléotides qui rentrent pour venir dédoubler et faire une copie. Et inversement, il va falloir aussi qu'il y ait d'autres nucléotides pour faire de l'ARN. Okay, donc, si on veut copier une information, il faut effectivement la matière première. Hein. Il faut de l'énergie. Donc, il y a des choses qui rentrent. Hein. C'est ça que je veux que vous gardiez en mémoire, c'est qu'il y a des éléments qui rentrent, des petits éléments majoritairement, mais donc il y a des éléments qui doivent rentrer puisqu'il faut de la matière première. Donc, il y a un échange dans les deux sens entre l'intérieur du noyau et l'extérieur de la cellule. Mais ce qu'on retient principalement, c'est que c'est l'information qui sort de la cellule et l'ADN ne sort pas, c'est une copie de l'information. Donc, c'est bien l'ARN qui sort du noyau. Et par contre, ce qui rentre, c'est principalement de la matière première. Ce n'est pas spécialement des matières finies. Les pores nucléaires, ils sont petits, hein, donc c'est quand même pas des grosses protéines qui peuvent passer dedans. Alors, au niveau du noyau, on a le nucléoplasme. Okay. Le nucléoplasme, c'est bien comme le cytoplasme, hein, sauf que c'est dans le noyau. Okay. On va trouver des lipides, glycogène et évidemment des nucléotides ainsi que des ions. Alors, j'ai mis deux fois... Ah oui, des nucléosides, ouais. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en gros, ça, c'est la matière première qui va vous être utile. Et il va y avoir d'autres structures comme des graisses ou des choses comme ça. Mais je vous dis, donc, c'est des petites particules qu'on va retrouver au niveau du noyau, de l'intérieur du noyau. Maintenant, ce qu'on vous montre ici, c'est justement la structure avec nucléosides, nucléotides monophosphate, diphosphate, nucléotide triphosphate. OK? Et donc ici, en gros, le nucléoside, on va avoir juste le sucre et la base. La base azotée, on verra après justement les bases azotées. Enfin, elles sont ici. Les bases azotées, c'est 5 bases azotées qui existent. OK? Donc, dans les protéines, on avait parlé de 20 radicaux différents. Ici, c'est uniquement 5 dans les nucléotides. OK? Dans l'ADN, on a 5 bases azotées différentes qui vont venir se fixer ici à ce fameux sucre. Ensuite, je vous ai dit, on va avoir le nucléotide avec un phosphate. Les deux autres phosphates, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ici, je vous ai dit, on va avoir chaque fois un sucre, un phosphate et une base azotée. Donc, un sucre, un phosphate, une base azotée. Et c'est comme ça, en fait, que... Bon, c'est même plutôt comme ça ressemble plus à ça. Sucre, phosphate, base azotée. Et en face, on va avoir un autre brin qui va faire le même enchaînement avec chaque fois sucre, phosphate, base azotée. OK? Et donc, ces deux bases azotées, elles vont se faire face. Ici, si vous voulez, en face, on aura phosphate. En réalité, on aura plutôt phosphate, sucre, base azotée.
phosphate, sucre, base azotée, donc le même brin mais qui est dans l'autre sens, et ben, du coup, on va se retrouver avec une base azotée qui fait face à une autre base azotée. Vous êtes d'accord avec moi? Si on a un double brin. Ok, personne n'est d'accord avec moi. On est d'accord. Ah, voilà! Merci. Alors, on continue. Si vous me dites jamais rien, j'ai l'impression de parler à un mur, c'est pas possible. Alors, donc du coup, on a bien ces différentes bases azotées qui sont ici. Et justement, on va voir comment est composée cette partie d'information qui est au centre du noyau. Donc, on a bien la chromatine. La chromatine, c'est bien, comme je vous ai dit, composé d'ADN et de protéines, hein, les histones. De nouveau, si vous arrivez à la page 49 de votre syllabus, vous verrez ça, le schéma sur les histones. On voit bien que c'est une sorte de bobine. Hein, donc, on a des protéines qui sont arrêtées, c'est 8 histones, donc c'est 8 billes, quoi, si vous voulez, qui font une pelote, et l'ADN va s'enrouler autour. C'est ça qui va permettre la structuration de l'ADN. Et surtout, la condensation de l'ADN. Si tout était comme ça, libre, ça prendrait beaucoup trop de place. Et donc, on va enrouler ça autour de protéines pour qu'elles soient bien condensées. Alors, on a donc des nucléoprotéines, structures et enzymes, et le nucléole qui est le site de synthèse de l'ARN ribosomial. Ok, vous vous souvenez, donc je disais le nucléole qui est la partie qui était foncée dans le schéma. Donc, on continue. On va à l'essentiel cette année, on m'a dit. Alors, donc du coup ici, au niveau du vocabulaire, pour être sûr qu'on parle de la même chose, au niveau de l'ADN, avant d'aller dans le microscopique et d'essayer de comprendre vraiment la composition, je vous dis, des bases azotées et des nucléotides, donc sucre, phosphate, base azotée, hein, ce trio qui forme un nucléotide, et on a une chaîne comme ça de nucléotides, et en l'occurrence ici, on a 2 chaînes de nucléotides dans l'ADN, avec les bases azotées qui se font face, et qui sont du coup attirées les unes aux autres et qui maintiennent cette échelle, si vous voulez, par des sortes de liaisons entre les bases azotées. Ça, c'est la structure microscopique, enfin, zoomée au maximum. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous compreniez bien la structure un peu plus macroscopique. Donc, quel est le vocabulaire qu'on va utiliser quand on parle des chromosomes? Tout le monde connaît les chromosomes. D'ailleurs, l'être humain, il a combien de chromosomes? Ça, je me suis rendu compte que je ne l'ai jamais dit et j'ai vu des erreurs dans le syllabus. Combien de chromosomes l'être humain? J'ai cru entendre 24 chromosomes. Est-ce que c'est ça que j'ai entendu? Avec beaucoup d'écho? 24 chromosomes. 24 chromosomes, on me dit. Alors, en réalité, ça n'est pas complètement vrai. Nous 22. avons C'est 24. 24 paires, madame. Voilà. 24 on a 24 paires. paires de chromosomes. Nous n'avons pas 24, on a 48 chromosomes. Hein. On a 48 chromosomes, mais qui fonctionnent en paires de chromosomes. Pourquoi en paires? Parce que systématiquement, on a reçu une version de notre père et une version de notre mère, dans les grandes lignes. Okay, donc, on a tout en double exemplaire. On a le chromosome 1 2 fois, chromosome 2 2 fois, chromosome 3 2 fois, et on continue comme ça. Et donc, on a bien, effectivement, 48, 26 chromosomes. 23, j'ai dit 24 ou 23, maintenant j'ai peut-être été menée en erreur par les lettres. Donc 23 paires de chromosomes. Hein. Je ne sais plus ce qu'on vient de dire, c'est pas évident. Je regarde un écran, donc 23 paires de chromosomes, donc on a bien 46 chromosomes. Il me semble qu'on était sur 48 là. Donc, on va avoir nos paires de chromosomes. Et comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, je vous dis un du père et un de la mère, et ces paires de chromosomes. OK. Où je vous avais dit, par exemple, la couleur des yeux, on va avoir l'information sur le même chromosome dans la paire. Okay, au pif, je dis que c'est le chromosome 6, je ne pense pas que ce soit le 6. La couleur des yeux, elle est déterminée sur un chromosome. Et ben, ce chromosome-là, il va être porteur de l'information de couleur des yeux, mais il peut être porteur de 2 informations différentes. Vous pourriez avoir hérité de votre père le bleu et de votre mère le brun. Okay, et dans ce cas-là, vous avez une information qui dit couleur des yeux, mais d'un côté, il est brun et de l'autre côté, il est bleu. Cette variation, le fait qu'on ait 2 exemplaires, ben on verra que chaque fois qu'on a une double information, il y a différentes manières
dans le vivant d'exprimer ces variabilités. Donc, soit vous allez exprimer les deux informations que vous avez, soit vous allez exprimer une des deux informations, c'est-à-dire qu'il y en a une des deux qui gagne sur l'autre. Ok? Donc, première possibilité, on va avoir une des deux qui gagne. Eh bien, ça veut dire que par exemple, brun et bleu, je vous avais déjà dit, c'est le brun qui gagne. Eh bien, du coup, on va voir au niveau physique que la personne a les yeux bruns, même si au niveau de son génome, elle a brun et elle a bleu. C'est le brun qui gagne, donc c'est le brun qui sera vu. Dans d'autres... ça, c'est donc oui, et ça s'appelle donc la dominance. Donc, on a un dominant et un récessif, un gène dominant, un gène récessif, un allèle dominant, un allèle récessif. Maintenant, quand on a une codominance, l'exemple assez flagrant, c'est par exemple pour les fleurs. Certains rosiers, si vous mettez un mariage entre un rosier blanc et un rosier rouge, vous allez avoir un rosier rose. Okay? Et donc, dans ce cas-là, on est sur une codominance. Les deux sont exprimés. Okay? Donc, selon le gène, ça dépend de quoi on parle, si c'est la couleur des yeux, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, là, tout ça est lié aux couleurs, mais d'autres caractéristiques, synthèse ou pas de certains, l'albinisme par exemple, mais tout ça, ça va être des éléments qui vont être donc, toujours en deux informations, et donc il faut savoir si c'est un gène qui est avec une lecture dominant-récessif ou une codominance. Okay? Et donc, ces informations-là, elles sont donc bien portées, c'est ça le vocabulaire dont je voulais vous parler, elles sont bien portées sur les chromosomes homologues. Ok? Donc, ce qu'on appelle tétrade, ah oui, alors attends, je vais y arriver. Chromosomes homologues. Ici, ils sont toujours dessinés sous forme de X, nos chromosomes. On est d'accord? C'est toujours ce schéma-là qu'on a, hein, une sorte de barrette comme ça, sous forme de X. En réalité, cette forme-là, avec ici 2 fois, c'est parce que l'information a déjà été doublée. Ça veut dire qu'en fait, on a une information héritée du père, une information héritée de la mère, et ici, on a déjà dédoublé l'information. Donc là et là, on a exactement la même information. Là et là, on a exactement la même information. Donc ça veut dire qu'en réalité, un chromosome, c'est ça, une partie, c'est une arête toute droite. Quand ils sont sous forme comme ça, et je ne sais pas pourquoi dans les schémas, ils font tous cette forme-là, parce qu'effectivement, lors de la mitose, elle a lieu après, donc la division cellulaire, elle a lieu après la multiplication, après le dédoublement de l'ADN. Je vous avais dit, on dédouble l'information pour la couper en deux et avoir deux cellules identiques. On est d'accord? Eh bien, l'image qu'on donne, c'est toujours après que l'ADN ait été dédoublé, qu'il soit condensé, et là, paf, on fait une photo des chromosomes, si vous voulez. Et donc, systématiquement, les chromosomes qu'on voit, ils ont 2 chromatides. OK? Et donc, ces 2 chromatides, par contre, c'est bien des chromatides sœurs, parce qu'elles sont vraiment identiques. OK? Donc, ça, c'est après le dédoublement de mon ADN. Donc, mon chromosome, en réalité, si je devais le compresser à un moment X de sa vie, il serait comme ça. Mais juste avant la division cellulaire, par contre, il a d'abord dédoublé sa taille, et donc il est devenu sous forme de X, pardon, je vais y arriver. Donc, ça n'est plus une barre, mais c'est une double barre. Et c'est à cet endroit-là que, tac, les 2 chromatides vont se séparer lors de la division cellulaire. Okay? Mais donc, ici, on a, si vous voulez, dans ma tétrade, les 2 ensemble, on a bien tétra 4 fois l'information en réalité. On a cette information-ci et ici identique, cette information-ci et ici identique, et les informations sur le jaune et sur le bleu sont homologues. Ça va? Ici, si j'ai couleur des yeux bleu, là j'aurai bleu. Ici, si j'ai brun, j'aurai brun. Et donc au final, j'ai bien bleu, brun. Ok? Donc ça c'est important. Chromatide, ça n'est pas la chromatine. La chromatine, c'est l'ADN dans son ensemble, quand elle est déroulée, quoi. Vous imaginez bien qu'ici, on est bien dans des pelotes qui sont super bien serrées, qui sont retournées sur elles-mêmes, repliées sur elles-mêmes, hop, et mises sous forme de chromosomes visibles. Mais donc ça, c'est la version ultra condensée de l'ADN. C'est vraiment pour être sûr on condense tout, et puis clac, on coupe au milieu et on les sépare en 2. Mais lors du fonctionnement normal de votre organisme, l'ADN, il est décontracté. Si on doit aller faire une photocopie pour aller fabriquer une protéine, c'est quand même plus facile si l'ADN il est lâche, hein, s'il est déroulé que s'il est tout condensé. Ok? Donc, ici, une chromatide, c'est bien ici ça. Et donc ici, c'est bien un chromosome à 2 chromatides. Ok? Si vous retirez cette partie-ci et que vous prenez que la partie dans le cadre rouge, on a bien un chromosome à 1 chromatide.
Ça va? Donc les chromosomes, ils existent de deux manières. Un chromosome a 2 chromatides après la multiplication de l'ADN. Et un chromosome a une seule chromatide, vous effacez la partie gauche là, a une seule chromatide après la division après la séparation des deux chromatides. Hein. Et donc après, pendant le reste de sa vie, il est comme ça, jusqu'à ce qu'il se dise, ah, je vais de nouveau me dédoubler, hop, il refait tout en double, tac, on se retrouve de nouveau avec 2 brins, on les casse en 2 et ça nous forme 2 cellules filles. Ça va? Et donc la tétrade, c'est à un moment particulier, juste avant la division cellulaire, où on a tout en double brin. Et on verra ce moment-là plus tard. Ça va? Le centromère, c'est ce qu'on a ici, hein, c'est ce qui relie les deux chromatides. Et les télomères, ici met de bras, mais les télomères, ce sont les extrémités ici. Hein, les bords, les bouts des 2 brins. Et les télomères, c'est quelque chose d'important dans le vieillissement en fait. C'est les télomères qui s'abîment et qui fait qu'on vieillit. Le fait qu'on ne vive pas éternellement, ça vient de là. Parce que tu pourrais te dire, bah, tu dédoubles ta cellule, hein, et éternellement, quoi. Chaque fois, hop, tu refais un double d'ADN, tu dédoubles ta cellule et elle est de nouveau partie pour vivre pendant 120 jours ou pendant 500 jours, ça dépend de quelle cellule on parle. Eh bien non, fur et à mesure de faire ces copies-là, vous verrez qu'on verra ça dans tout ce qui est multiplication cellulaire, ben, les télomères s'abîment. Et c'est le fait que les télomères s'abîment qui crée le vieillissement cellulaire et qui crée le vieillissement de l'organisme tout simplement. Donc ici, vous avez l'image des chromosomes. Donc ici, c'est bien un chromosome à 2 chromatides juste avant la division cellulaire. Et juste après la division cellulaire, eh ben, en fait, une cellule, elle a des chromosomes à une seule chromatide. Ça va? Et donc ici, nous, on n'est pas haploïde, on est bien diploïde. Enfin, haploïde, on a quelques cellules haploïdes, hein, on verra. Donc, on verra lesquelles et dans quelles circonstances. Mais donc ici, nos cellules, le reste du corps, ici c'est pour les cellules reproductrices, mais pour les autres cellules de notre corps, on a à chaque fois 2 fois l'information. Mais ici, vous voyez bien que ce n'est pas des X. Hein. C'est ça, hérité du père, hérité de la mère, hérité du père, hérité de la mère, hérité du père, hérité de la mère. Le chromosome 1, 2, enfin la paire de chromosome 1, la paire de chromosome 2, la paire de chromosome 3. OK? Et donc, c'est bien à une seule chromatide. En temps normal, si on vous donnait un produit pour contracter votre ADN, ça serait ça qu'on verrait. Okay. Juste avant une division cellulaire, si on vous redonne le même produit, ok, on verra ça. Et là, le truc, c'est qu'il ne faut pas donner de produit. Il se condense tout seul avant la division cellulaire. Or, pendant le fonctionnement normal de vos cellules, on ne les observe pas comme ça parce qu'ils ne sont pas condensés. C'est comme ça, mais ils sont relâchés, donc on ne les voit pas aussi bien à l'imagerie. Alors, justement, l'ADN, il est composé d'acide phosphorique, de sucre, désoxyribose et de base. Hein, c'est bien l'acide désoxyribonucléique. Okay. Les bases, on en a dans l'ADN 4 différentes. Donc, on a vu que les bases azotées, on en a 5, mais dans l'ADN, on n'en retrouve que 4. Okay. Et donc, c'est l'adénine, la guanine, cytosine et thymine. Ça, c'est les 4 bases azotées qu'on avait vues dans le slide d'avant. Mais donc, ici, on a le schéma des différentes bases azotées. Je vais y arriver. Okay. Et donc ça, c'est bien ce qui venait se mettre. On avait phosphore, en réalité phosphate. On avait sucre, et au sucre venait s'accrocher ça, ça, ça ou ça. Okay. Et donc c'est bien cette structure ici, phosphate, sucre, qui donne les 2 échelles de l'ADN, la partie mauve qui est là. Okay. Les 2 brins. Et ensuite, ben, on va avoir à chaque fois au sucre accroché une base azotée. Ici, en l'occurrence, on nous met de l'adénine, de la guanine, thymine, pardon. Et ici, cytosine. OK? On verra qu'en face de l'adénine, on aura toujours de la thymine. En face de thymine, donc on a de l'adénine. En face de la guanine, on a toujours de la cytosine. Et donc, ils se font toujours face. Okay, donc, lors de la construction de l'ADN, on va toujours avoir un brin qui est formé, par exemple, et donc en face, le brin complémentaire. Ce n'est pas le brin identique, c'est le brin complémentaire. Et vous verrez, c'est important que ce soit le brin complémentaire, mais c'est justement dans le dédoublement de l'ADN. On verra que pour dédoubler son ADN et donc avoir un chromosome en X, là, eh bien, il va falloir que les 2 brins se séparent et que chacun refasse le brin complémentaire. OK? Alors, on va bientôt s'arrêter. Donc l'ARN, on verra ça après. Il est 50 et donc normalement,
Attendez, je vais juste voir. Normalement, on va passer en physio. Et juste l'ARN, et puis on s'arrêtera là, comme ça vous avez les informations. L'ARN, par contre, donc vous en avez déjà tous entendu parler à l'école. L'ARN, c'est bien une copie d'une des pages de l'ADN. L'ADN, c'est l'entièreté de l'info, et l'ARN, c'est une partie de l'information. Okay, ça, la caractéristique, c'est une simple brin. Il va falloir que l'ADN s'ouvre. Justement, ces deux brins d'ADN là qui se font face, complémentaires, ils se séparent et on vient faire une copie. Donc, on vient mettre en face de mes acides nucléiques, de mes bases azotées plutôt. En face de chacune de mes bases azotées, je viens mettre la bonne base azotée, donc le bon nucléotide correspondant. Du coup, on a bien formation d'un simple brin qui après se décollera et laissera l'ADN se refermer et lui va partir sortir du noyau. Cette fois-ci, le sucre, ça n'est plus le désoxyribose, mais le ribose, puisque c'est bien l'acide ribonucléique. Et la base, eh ben, c'est tout simplement qu'on a la thymine n'existe pas dans l'ARN, mais c'est de l'uracile. OK? Et donc, ça veut dire qu'en face de A, dans l'ADN, on mettra U. OK? Au lieu de mettre T en face de A. Donc A, T, C, G, ils vont ensemble. A et T, toujours l'un en face de l'autre. C et G, toujours l'un en face de l'autre. Alors pourquoi ils sont toujours l'un en face de l'autre et de A en face de T ou en face de G? Ben, c'est tout simplement parce qu'ils vont s'accrocher, ils vont se tenir les uns aux autres grâce à des ponts hydrogènes. Et vous verrez que certains forment 2 ponts hydrogènes, selon leur structure moléculaire, et d'autres forment 3 ponts hydrogènes. Et donc, un élément qui sait faire 2 ponts hydrogènes ne va pas se mettre en face d'un élément qui sait faire 3 ponts hydrogènes, et inversement. Donc, c'est toujours A, T et C et G qui sont ensemble parce qu'ils savent faire le même nombre de ponts hydrogènes. Alors, le rôle de l'ARN, c'est bien la transcription. Ça n'est pas la traduction. La transcription, c'est retranscrire quelque chose, c'est réécrire quelque chose. Ce n'est pas le traduire. Tu as retranscrire, tu as un truc imprimé à l'ordinateur et tu le retranscris en version manuelle sur ta feuille. Ça, c'est de la retranscription. Donc, il n'y a pas de traduction. Donc, c'est exactement la même chose puisqu'on utilise le même langage. Okay, c'est aussi des acides nucléiques, si ce n'est qu'il y en a un qui est ribonucléique et l'autre désoxyribonucléique, mais bon, c'est toujours des acides ribonucléiques. Donc, transcription. Le brin d'ARN transcrit un gène avec les bases complémentaires. Donc, on se disait ouverture de l'ADN sur le gène qui nous intéresse, de là à là, et l'ARN va venir mettre les bonnes bases azotées juste en face et fabriquer son propre brin, qui copie l'exemplaire de l'ADN. Ça se fait grâce à l'ARN polymérase. L'ARN polymérase, c'est une enzyme qui vient accrocher chaque nucléotide les uns avec les autres. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne par triplet. Triplet tout simplement parce qu'en réalité, ils ne vont pas fonctionner. La lecture de l'ARN va se faire après, non pas base azotée par base azotée, donc pas A, T, et puis T, A, C, C, G, tout ça. L'ADN, il n'est pas lu comme ça, il est lu par 3 par 3. Okay, c'est bien des triplets. C'est 3 bases azotées par 3 bases azotées. Donc A, U, G. Ouais, des trucs comme ça, quoi. Alors, on le verra après. Les exons et les introns. Donc, ça veut dire tout simplement que dans la copie que le d'ARN qui est synthétisé, on va avoir des parties codantes et des parties non codantes. Les parties non codantes, elles sont éliminées lors de l'épissage. Donc, ça veut dire qu'on a un gène qui est de cette longueur-là. On fait la copie. Le brin d'ARN se détache. Et il va donc sortir du noyau pour être traduit à l'extérieur du noyau par les ribosomes. Et bien, lorsqu'il sort, au moment de la sortie du noyau, on lui retire, il se passe l'épissage. Et l'épissage, c'est on retire toutes les parties qui ne sont pas codantes. Toutes les parties qui ne servent à rien, elles sont enlevées. OK? Codon de régulation de la transcription. Attendez, parce que là, je n'arrive même pas à lire mon truc. Codon de régulation de la transcription proximale ou distale de la traduction. Donc, on verra qu'il y a aussi des codons qui sont rajoutés et qui permettent le lancement de la traduction ou bien l'arrêt, les codons start et les codons stop qu'on verra juste après. Pour comprendre juste l'histoire des exons et des... Donc, ici, vous voyez qu'on a bien exon, intron, exon, intron, exon, et que ici, les introns, c'est comme des intrus, si vous voulez, les introns, ils sont éliminés. Lors de l'épissage, les introns, ils sont éliminés pour coller les uns aux autres tous les exons. Ça va? Donc ça, c'est la copie au départ, et puis elle est nettoyée, et ça, c'est la copie à la sortie du noyau. Ça va? Donc on va s'arrêter là.
pour aujourd'hui. Ouais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et justement, ce que je vais vous demander, donc ici c'est une version un petit peu plus compliquée, mais ce que je vais vous demander, c'est de regarder ces vidéos aussi, transcription et régulation de la transcription pour le cours prochain. Et là, vous avez plutôt intérêt à les avoir regardés. Ok, donc je vous demande pour le cours prochain de regarder ces vidéos-là. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui, madame. Oui, madame. oui. Ah, parfait. C'est dans la boîte. Hein. Je vous enregistre. Donc, vous avez tous dit que c'était OK pour tout le monde. Donc, d'ici mercredi prochain, je vous demande de regarder ces petites vidéos et je posterai évidemment le PowerPoint pour que vous ayez accès à ces vidéos. Alors, on va dans un premier temps